C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. À l'issue de l'Eurogroupe qui s'est tenu hier, on en sait un peu plus sur le plan d'aide pour les banques espagnoles. Un marathon en 9 heures de réunion et au final une première enveloppe de 30 milliards d'euros versée à la fin du mois. Au total, les banques espagnoles pourront recevoir jusqu'à 100 milliards d'euros en échange d'une profonde réforme du secteur. Les précisions d'Axel Simon. Sourire de satisfaction sur le visage du ministre des Finances espagnol. Il a de quoi être soulagé. Après 9 heures de négociations, l'Eurogroupe est parvenu à un accord très attendu concernant l'aide aux banques espagnoles. Cet accord permettra un premier versement de 30 milliards d'euros qui sera mobilisé d'ici la fin du mois. Au total, le secteur bancaire espagnol pourrait recevoir jusqu'à 100 milliards d'euros et ce moyennant une réforme imposée au secteur et à chaque banque. Ce consensus européen était nécessaire car les marchés restent très inquiets. Lundi, les taux d'emprunt espagnols ont dépassé la barre critique des 7%. Autre avancée, l'Espagne bénéficie d'un délai supplémentaire pour faire revenir son déficit à 3% du PIB. Nous sommes d'accord pour reporter d'un an la date butoir pour la correction de son déficit excessif en 2014. Nous avons pris acte de la détérioration de la situation économique du pays et de son impact sur le budget. Nous attendons de l'Espagne qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour remplir ses engagements pour 2014. Des contreparties sont donc exigées par Bruxelles. Madrid devrait annoncer dès mercredi un nouveau plan d'austérité sur plusieurs années. 30 milliards d'euros d'économies avec au programme des nouvelles coupes budgétaires, une hausse des impôts et de la TVA et une réduction des allocations chômage. Et puis au moment où les taux espagnols s'envolent, la France emprunte à des taux négatifs. Pour la première fois, ce lundi, le Trésor français a emprunté, s'est financé sur les marchés à des taux négatifs. Il a levé 7,7 milliards d'euros à très court terme et à des taux très légèrement négatifs, comme vous le voyez. Ça veut dire que la dette française est jugée sûre ? Oui, les investisseurs ont d'ailleurs payé pour prêter de l'argent à la France, comme ça peut se passer régulièrement en Allemagne ou aux Pays-Bas sur des très courts termes. C'est une façon pour eux de s'assurer de pouvoir retrouver leur argent à tout moment. Et puis il y a une autre explication, c'est qu'en investissement sur des valeurs sûres à très court terme, cela leur évite de renforcer leurs fonds propres, ce qui au final leur coûterait plus cher. Et puis c'est toujours mieux, selon eux, que de laisser dormir leur argent dans les caisses de la Banque Centrale Européenne, puisque depuis jeudi dernier, cela ne leur rapporte plus rien du tout. On en vient au scandale du Libor. Je n'ai pas poussé Barclays à sous-estimer ses taux. C'est ce qu'a dit en substance le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Paul Tucker, qui était auditionné ce lundi par la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur cette affaire de manipulation du taux interbancaire britannique. Il a donné sa version d'une conversation téléphonique tenue en 2008 avec le patron de l'époque de Barclays, Bob Diamond. Tucker affirme qu'il s'inquiétait tout simplement du sort de la banque en pleine crise financière. Et puis parallèlement, l'affaire se politise. Le ministre des Finances britannique, George Osborne, pointe du doigt le rôle du gouvernement précédent travailliste dans cette affaire. Ça nous amène au marché asiatique. Des marchés asiatiques qui sont prudents ce matin. Ils évoluent dans le rouge en légère baisse. On voit ça tout de suite dans le détail. Notez qu'en Chine, la balance commerciale est en forte hausse en juin. Les exportations ont augmenté de plus de 11% grâce aux marchés émergents qui ont pris le relais de l'Europe en crise. Les importations, elles, n'ont augmenté que d'environ 6%, reflétant le ralentissement de la demande chinoise. Le chiffre très attendu ce vendredi de la croissance au deuxième trimestre devrait confirmer ce ralentissement de la deuxième économie mondiale. Et puis ce lundi, à Wall Street, c'est aussi le rouge, une légère baisse qui a dominé l'horizon économique, restant bien sombre sur fond de mauvais indicateurs asiatiques et d'une remontée, comme on l'a vu, des taux obligataires espagnols, mais aussi italiens. Côté entreprise, Alcoa a donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels. Oui, le groupe d'aluminium a publié un bénéfice trimestriel à 61 millions de dollars. C'est mieux qu'attendu, même si le prix de l'aluminium reste à des niveaux extrêmement bas. Et puis les cours du pétrole sont à la baisse ce matin en Asie après l'annonce de la fin de la grève des employés du pétrole en Norvège. Oui, le baril américain repasse sous les 85 $. On voit ça tout de suite. Celui du Brent de la mer du Nord repasse lui sous les 98 $. Une baisse en réaction à l'annonce ce mardi de la fin de la grève des employés du secteur portant sur l'âge du départ à la retraite. Il a fallu l'intervention du gouvernement pour stopper le mouvement qui durait depuis plus de 2 semaines. Et il faut dire, et c'est étonnant, que le syndicat
syndicat patronal menaçait d'arrêter totalement la production de brut si les salariés ne reprenaient pas le travail. De quoi sans doute écorner la crédibilité du 8e exportateur de pétrole au monde et 2e de gaz et mettre en péril l'approvisionnement de ses voisins européens. On sera présent au Salon britannique de l'aviation civile et c'est un bon début de semaine pour Boeing puisque l'Américain a annoncé la signature d'une commande géante. Oui, la société américaine de location d'avions Airlease Corporation achètera 75 moyens courriers 737 MAX, montant de la commande, plus de 7 milliards de dollars pour une livraison prévue en 2018. Quelques heures plus tard, Airbus annonçait lui une commande bien plus modeste de 4 A321 Neo pour 453 millions de dollars. Mais hormis le match Boeing-Airbus, de nouveaux arrivants des pays émergents font leur apparition sur le marché. Le reportage de nos confrères de France 2. Pour les géants du ciel, l'enjeu réside comme toujours dans le nombre de commandes. Et à ce jeu-là, il se pourrait bien que 7 avions, le Dreamliner de Boeing, apparaissent comme la star du salon. Mais derrière la bataille que l'Américain livre à Airbus se joue la compétition des années futures. Car voici que débarquent les Russes. Le constructeur Irkut vient d'élaborer un appareil moyen courrier à l'intérieur spacieux. 235 commandes ont déjà été passées. Il est particulièrement adapté aux besoins des compagnies à bas coût. Ces coffres à bagages permettent un embarquement plus rapide, malgré 211 passagers. Nos coffres à bagages sont très larges et on peut même mettre des bagages au milieu de la cabine, ce qui n'est possible sur aucun autre appareil. Les bas coûts de production et son efficacité lui permettent de faire plus de rotations. Donc au final, ça fera 10% en moins sur le coût du billet. Les Russes lanceront cet appareil en 2017. Mais attention, les Chinois pourraient faire encore plus mal dès 2016. 280 copies de ce moyen courrier de 170 passagers sont en cours. Chez Airbus, la riposte est déjà en place. On dépense cette année de l'ordre de 2 milliards d'euros en recherche et développement pour pouvoir faire des produits meilleurs. Donc c'est ça qui demain fera qu'on sera toujours devant et qu'on pourra, j'espère, continuer à distancer les nouveaux entrants qui cherchent évidemment à rattraper Boeing et Airbus. Et preuve que ces nouveaux arrivants font déjà partie du marché, la maison mère de la British Airways, la compagnie britannique, a décidé de s'allier au constructeur chinois pour l'aider à construire ses futurs avions. Puis on parle ce matin de la bataille pour les tablettes numériques. Samsung a gagné une manche judiciaire face à Apple, mais de façon inattendue. Oui, la tablette de Samsung n'est pas assez cool, ce n'est pas moi qui le dis, mais un juge britannique, la Haute Cour de Londres, a donné raison aux Sud-Coréens dans une guerre des brevets qui l'oppose à l'américain Apple. Selon le juge, impossible de confondre la Galaxy Tab de Samsung avec l'iPad d'Apple, au motif qu'elle n'a pas, je cite, la même simplicité raffinée et extrême, bref, qu'elle n'est pas assez cool. Une décision qui va faire plaisir à Samsung. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous.